L'ivermectine est-elle un vermifuge pour chevaux ou un médicament lauréat d'un prix Nobel? C'est les deux. Donc oui, pour toutes les personnes ici présentes qui ont entendu dire que c'était un vermifuge pour chevaux, oui, l'ivermectine est bien un vermifuge pour chevaux. C'est aussi un traitement de l'infection pour les bovins et les porcins. Donc c'est ça aussi. Et ma foi, je suppose qu'on peut également mentionner les moutons et les autruches. Donc c'est pour ça que l'ivermectine peut être utilisée. Tout à fait correct. Elle est utilisée comme traitement pour les animaux. Elle est également utilisée sur les humains. L'ivermectine a été utilisée plus de 4 milliards de fois. C'est le nombre de doses qui ont été distribuées pendant de très nombreuses décennies. Elle est utilisée pour une grande variété de traitements. En fait, elle a rencontré tellement de succès qu'elle a remporté le prix Nobel en 2015. Et voici même Merck félicitant les lauréats du prix Nobel de physiologie en 2015. C'était le docteur C. Campbell et le docteur Omura du Japon. Et ils ont partagé le prix Nobel parce que c'était un composé étonnant. Donc c'est en effet les deux. Maintenant passons à cette autre idée car, vous savez quoi? C'est un peu confus. En réalité, il y a des nuances, car beaucoup de médicaments sont utilisés pour les humains et les animaux. On peut voir que l'aspirine est utilisée pour les chiens, les chats et bien d'autres animaux. L'érythromycine, clindamycine, et si vous avez une infection dentaire, vous allez probablement en prendre. Donc ce n'est pas un argument suffisant. Ce n'est même pas logique. Ce n'est pas un argument valable pour que quelqu'un vous dise « Oh, c'est un vermifuge pour chevaux !» Donc par conséquent, blablabla, blablabla, il n'y a rien. Nous utilisons beaucoup de médicaments pour les animaux et les humains. Voilà donc l'état de ce que nous savons sur l'ivermectine, en termes d'utilisation chez l'animal et chez l'homme. Qu'en est-il de sa sécurité? Est-elle sans danger? C'est une question très importante. L'ivermectine est-elle sûre? La réponse est oui, absolument. Pour en parler très brièvement, il y a ce magnifique document de recherche, un article de synthèse de Jacques Descott, un toxicologue de renommée mondiale qui a examiné 500 sources et articles. Et il est arrivé à cette conclusion à propos de l'ivermectine, ici en rose, tout en bas. On y lit « La toxicité de l'ivermectine pour l'homme ne peut être revendiquée comme étant une source sérieuse d'inquiétude. C'est un médicament extrêmement sûr et extrêmement bien toléré. » Dans ce document, il a examiné toutes sortes de choses, comme les interactions médicamenteuses. Y a-t-il eu des effets indésirables graves? En fait, tous les effets secondaires notés à ce jour étaient légers, ou modérés, mais non graves. Cela va être important. Nous allons voir ça dans une seconde. Faisons maintenant un petit tour du monde. Est-elle cependant utile? L'ivermectine est-elle efficace? Il y a beaucoup de données pour dire que oui. On a donc là un signal. Laissez-moi juste prendre mon marqueur. Donc on voit ici, c'est par Thomas G. Borody, qui est le dernier auteur de cet article. On voit ici les signatures des auteurs. Nous avons aussi Sabine Azan, ici. Beaucoup de personnes très célèbres dans le monde du biome intestinal et de la santé intestinale. Thomas Borody est ce gentleman ici présent. Il est l'inventeur de la triple thérapie combinée pour traiter les ulcères gastro-duodénaux. Auparavant, vous receviez un inhibiteur de protons. Maintenant, vous avez un antibiotique. Il est l'une des personnes qui ont aidé à trouver comment traiter ça. Un type très célèbre. On y lit encore que l'ivermectine est sans danger. Elle est peu coûteuse et c'est un moyen efficace pour traiter précocement le Covid-19. C'est ce qu'ils disent dans cet article, validé dans plus de 20 essais contrôlés randomisés. C'est ce que veut dire RCT ici. Ils disent avoir testé une nouvelle thérapie combinée comprenant ivermectine, doxycycline, zinc et vitamine C et D, et que c'est très efficace. Tous les sujets ont résolu leurs symptômes en 11 jours en moyenne. La saturation en oxygène s'est améliorée en 24 heures. Les hospitalisations et les décès étaient significativement moins nombreux que chez les cas contrôle. Donc oui, il y a là un signal qui nous dit que c'est sûr et efficace. C'est ce que disent les données. Cette personne ici, le Dr Trow, veut juste faire remarquer quelque chose. Dans un tweet, dit-il, le problème avec l'ivermectine, c'est que seulement environ 16 essais étaient effectivement enregistrés et ont abouti, dont environ 6 étaient peu concluants ou négatifs. L'autre façon de voir les choses est que 10 n'étaient pas non concluants ou négatifs, ils étaient positifs. Cela fait beaucoup de données. Et pourquoi est-ce important? Parce que cette personne, le Dr Kelly Victory, écrit « Nous n'avons jamais compté sur les essais en temps de crise. Une fois que la sécurité d'un médicament est reconnue, et c'est clairement le cas ici avec l'ivermectine, qui est approuvé par la FDA depuis des décennies, alors pourquoi demander des études pour prouver son efficacité avant de l'essayer ? Ceux qui l'utilisent ont vu des résultats remarquables. Le temps de la preuve viendra plus tard. Et c'est un point très intéressant et logique. J'ai donc disposé cela dans une matrice qui ressemble à ceci. C'est votre matrice de décision pour l'ivermectine. Il n'y a que 2 axes là-dessus. Soit vous la donnez à un patient Covid-19, soit vous ne le faites pas.
Hey, soit ça marche et c'est sûr, soit ça ne marche pas, mais c'est toujours sûr. Imaginons que nous soyons dans cette case supérieure. Nous l'avons donné et ça a marché, et c'était sûr. Nous voyons là un avantage clair. Et si on l'a donné au patient, mais que ça ne marche pas? Eh bien, c'était toujours sûr, donc c'est un résultat neutre. Aucun dommage n'a été causé. Et si cependant on ne l'a donné pas au patient, alors que c'était efficace et sûr, eh bien là, c'est un tort. Ici, c'est la case d'un préjudice réel. Et si ça ne marchait pas, mais que c'était sûr, mais on ne l'a pas donné au patient, eh bien c'est ENA. C'est sans objet, il ne s'est rien passé. Donc si vous réfléchissez bien à cette matrice dans son entièreté, il est très clair que le seul choix logique, en se basant uniquement sur la sécurité, même en laissant de côté l'efficacité, est de la prescrire parce que c'est très sûr. C'est un médicament extrêmement bien toléré. Et donc, c'est le seul axe qui ait un sens. Logiquement, vous devriez en donner. Dans un cadre clinique, c'est ce que dit la logique. Maintenant, contrastons cela avec le Remdesivir. Vous en avez entendu parler. C'est un antiviral approuvé par la FDA. Il est utilisé presque partout aux États-Unis. Si quelqu'un va dans une unité de soins intensifs ou à l'hôpital, avec un cas avancé de Covid-19, les chances sont assez fortes pour qu'il reçoive du Remdesivir, ce produit de Gilead. Il y a longtemps, en avril 2020, ce qui est un temps lointain, ils ont noté ici que le Remdesivir était un antiviral à large spectre, développé à l'origine pour traiter Ebola, mais qui n'a pas fonctionné. En fait, ça n'a pas marché pour Ebola. Remarquez ici, ils disent qu'environ 25% des patients qui prennent du Remdesivir ont des effets secondaires graves. Pas légers ni modérés, mais graves, y compris le syndrome de dysfonctionnement d'organes multiples, qui est très fatal assez souvent. Choc septique très fatal assez souvent. Lésions rénales aiguës et hypotension artérielle. Et 23 autres pourcents ont montré des preuves de dommages au foie lors des tests en laboratoire. Voici le nombre de personnes qui ont manifesté l'un ou l'autre de ces effets secondaires sous ivermectine. Jusqu'à présent, 0. Donc les profils de sécurité ne sont même pas comparables, même de loin. C'est en novembre 2020 que l'OMS a déconseillé l'utilisation du Remdesivir chez les patients Covid-19 parce que les données ne le soutenaient pas. Nous avons de plus en plus de preuves que le Remdesivir et, dans ce cas aussi, l'hydroxychloroquine n'est pas efficace contre le Covid-19. C'est publié en juillet. Donc on pourrait penser qu'avec ces preuves accablantes, si l'on se réfère aux directives thérapeutiques du NIH, car c'est ce qu'on vous rétorque à propos de l'ivermectine, que ce n'est pas approuvé par la FDA ni par le NIH. Alors qu'est-ce que la FDA et le NIH approuvent? Eh bien dans ce cas, c'est tiré d'aujourd'hui, le 16 septembre. J'ai sorti ça. La dernière mise à jour date du 8 juillet. Liste des médicaments antiviraux approuvés ou en cours d'évaluation pour le traitement du Covid-19. Le Remdesivir est le seul médicament approuvé par la FDA pour le traitement du Covid-19 dans la classe des antiviraux en ce moment. C'est le seul. Il est toujours approuvé, même si cela fait longtemps que l'OMS et d'autres ont déterminé que cela ne fonctionnait pas et qu'il avait un très mauvais profil de sécurité. Et quand on consulte les directives du traitement du NIH, dont dépendent les hôpitaux et les médecins, qui nous disent devoir impérativement suivre ces directives, on tombe ici sur la dernière mise à jour le 25 août 2021, bien après que les données sur le Remdesivir soient arrivées, qui disent que ça ne marche pas et que c'est dangereux. On y lit que si vous êtes hospitalisé et que vous avez besoin d'un supplément d'oxygène, on va vous donner du Remdesivir. C'est ce qu'ils ont noté juste ici. Le Remdesivir est toujours le traitement approuvé, même si nous avons beaucoup de données qui disent que ça ne marche pas et que c'est dangereux. En comparant cela avec l'ivermectine, en passant par un énorme examen de plus de 500 articles, où nous ne pouvons trouver rien d'autre qu'une toxicité légère ou modérée, pas de dommages au rein, pas de dommages au foie, pas de syndrome de défaillance multiorganique, aucun de ces trucs. Donc, quand on met tout ça ensemble, qu'est-ce qu'on obtient ? Voici le résumé de l'ivermectine. C'est à la fois un médicament humain et un médicament vétérinaire. C'est extrêmement sûr. Il est très bien toléré, du moins cliniquement. Les effets secondaires sont légers, tout au plus modérés. La plupart surviennent chez des personnes qui ont eu une infestation active de vers. C'est beaucoup plus sûr que le Remdesivir, que la FDA a très rapidement approuvé et a laissé sur la liste approuvée malgré l'arrivée de nombreuses données, montrant son inefficacité et sa toxicité. Et il y a assez de signaux d'efficacité que la charge de la preuve incombe raisonnablement sur ceux qui disent qu'il faut limiter son utilisation, qu'on ne peut pas l'utiliser cliniquement. Ils doivent le prouver et dire pourquoi. Parce que quand vous avez un médicament qui est très sûr, la charge de la preuve contre son utilisation incombe à ses détracteurs plutôt qu'à ses promoteurs. Et enfin, la logique veut que son utilisation soit en fait une décision rationnelle et compassionnelle.
selon cette matrice ici. Si quelqu'un peut argumenter contre cette matrice de décision, je serais très intéressé de l'entendre. J'étudie les données en continu. Et si vous voulez suivre cette histoire ou d'autres, venez sur ce site web ici en bas. C'est là qu'on me trouve et où j'aborde ces sujets avec une communauté incroyable et croissante de personnes qui sont intéressées par le contexte des données, la vérité et par des conversations ouvertes, libres et équitables. Merci de votre écoute. Comparer, varier les sources, regarder ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse.